Un infirmier R, qui travaille comme infirmier R de nuit, m'a envoyé ce récit il y a quelques jours. Elle préfère rester anonyme, et je le respecte complètement. Si tu écoutes cela et que tu travailles de nuit, tu comprendras probablement cette sensation de solitude que l'on ressent parfois dans les couloirs vides au petit matin. Si quelque chose d'inexplicable t'est arrivé lors de ton travail de nuit, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par les expériences partagées, surtout celles de ceux qui travaillent quand le reste du monde dort. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à cet infirmier dans un hôpital de Buenos Aires, lors d'une nuit qui a changé à jamais sa façon de voir sa profession. Je travaille comme infirmier R depuis 11 ans. Mon nom n'a pas d'importance, mais mon histoire, oui, parce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre sache ce que j'ai vu cette nuit-là. J'ai besoin que quelqu'un comprenne pourquoi je ne peux plus travailler de nuit. Tout a commencé en septembre 2022. Je travaillais à l'hôpital général San Martin à Buenos Aires. C'était un grand hôpital public, avec plus de 300 lits répartis sur 8 étages. J'étais affecté au 4e étage, l'aile de médecine interne, où nous recevions principalement des patients âgés atteints de maladies chroniques. Le service de nuit était de 10 heures du soir à 6 heures du matin. À cette heure-là, l'hôpital se transformait. L'agitation du jour, médecins qui couraient, familles qui visitaient, le son constant des conversations disparaissait. Il ne restait que le bourdonnement des machines, les bips occasionnels des moniteurs et le silence lourd qui n'existe que dans les hôpitaux la nuit. J'appréciais ce service étrangement. Il payait mieux et il y avait moins de supervision, moins de bureaucratie. On pouvait faire son travail tranquillement, prendre soin de ses patients sans les interruptions constantes du jour. Le 4e étage comptait 40 lits répartis dans 20 chambres. Pendant mon service, il y avait généralement entre 20 et 30 patients hospitalisés. Je travaillais avec une autre infirmière, Daniela, et un médecin de garde qui tournait entre plusieurs étages. La chambre 427 m'avait toujours mis mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien objectivement de mal avec elle. C'était une chambre standard, 2 lits, une fenêtre donnant sur le parking, une salle de bain partagée, les murs typiques, couleur crème institutionnelle. Mais il y avait quelque chose dans l'air de cette chambre, quelque chose de froid, quelque chose qui donnait envie de partir rapidement. Les autres infirmiers le ressentaient aussi. Nous n'en discutions jamais ouvertement, mais je remarquais comment tous évitaient de passer du temps inutilement là-bas. On entrait, on faisait ce qu'on avait à faire, et on sortait. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La chambre 427 avait 2 patients. Sur le lit A se trouvait M. Germán Flores, un homme de 72 ans souffrant d'insuffisance cardiaque congestive. C'était un patient doux, toujours souriant malgré son état. Sur le lit B se trouvait Madame Béatrice Navarro, 84 ans, en train de se remettre d'une pneumonie. Je suis entré dans la chambre vers 11 heures pour vérifier ses signes vitaux. Monsieur Flores était éveillé, lisant un livre sous la lumière tamisée de sa lampe individuelle. « Bonsoir, Don Germán », ai-je dit avec un sourire. « Comment vous sentez-vous »« Bien, bien », a-t-il répondu d'une voix rauque. « Je ne peux pas dormir. Le cœur bat très vite ce soir. » J'ai vérifié son moniteur. Effectivement, il avait une tachycardie légère. Rien d'alarmant, mais notable. « Vous avez mal aux poitrines ?»« Non, il bat juste vite. Et il y a autre chose. » Il a hésité. « Que se passe-t-il ? Ressentez-vous qu'il fait froid ici ?» Maintenant que je le mentionnais, oui, la chambre était considérablement plus froide que le reste de l'étage. Je pouvais voir ma propre respiration formée de petits nuages. Je vais vérifier le thermostat, ai-je dit.
Le climatiseur doit être réglé très haut. Ce n'est pas seulement ça, dit Monsieur Flores en baissant la voix. C'est que, voyez-vous cette femme dans le coin? Mon sang s'est glacé plus que la pièce. Quelle femme, Don German? Il désigna le coin le plus sombre de la pièce, près de la salle de bain. Cette femme, celle qui est là-bas, elle est là depuis environ 1 heure, juste à me regarder. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière, mais elle ne bouge pas. Elle ne dit rien. Je regardais dans la direction qu'il indiquait. Il n'y avait personne. Don German, il n'y a personne là-bas. Peut-être que la médication lui fait voir des choses. C'est normal. Je sais ce que je vois, insista-t-il d'une voix ferme malgré son âge. C'est une jeune femme, très pâle, avec une chemise de nuit d'hôpital, et elle me regarde fixement. Vraiment, vous ne la voyez pas? Un frisson me parcourut le dos. J'essayais de garder mon calme professionnel. Je ne vois personne, Don German, mais je vais appeler le médecin de garde pour qu'il vérifie votre médication, d'accord? Il acquiesça, mais continuait à regarder vers ce coin avec des yeux très grands. Je suis sorti de la chambre plus vite que prévu. Dans le couloir, je suis tombé sur Daniela. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air pâle. » Le patient de la 427 a des hallucinations. Il dit voir une femme dans la chambre. Daniela fronça les sourcils. La 427? Encore cette chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par encore? Elle baissa la voix. Nous ne voulons pas parler de ça parce que ça paraît ridicule, mais plusieurs patients qui ont été dans cette chambre rapportent de voir une femme. Toujours la même description. Jeune, pâle, avec une chemise d'hôpital. Certains disent qu'elle ne fait que les regarder. D'autres disent qu'elle s'approche d'eux pendant la nuit. Et vous ne l'avez jamais signalé? Signalé quoi? Que les patients âgés, beaucoup d'entre eux atteints de démence ou sous médication forte, ont des hallucinations. Ce n'est pas exactement inhabituel dans un hôpital. J'avais raison, mais quelque chose dans mon estomac me disait que c'était différent. As-tu déjà découvert l'histoire de cette chambre? Ai-je demandé. Daniela haussa les épaules. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, il y a des années, peut-être dans les années 80 ou 90, une jeune patiente y est morte. Quelque chose à propos d'une complication chirurgicale. Mais ce ne sont que des rumeurs. Tu sais comment c'est, il y a toujours des histoires. Minuit passa. Je fis mes rondes habituelles. Tout était calme. Les patients dormaient ou se reposaient. Les machines bourdonnaient leur symphonie constante. À 1 heure du matin, l'alarme de la chambre 427 retentit. Je courais là-bas. Le moniteur de M. Flores montrait une tachycardie sévère. Quand je suis entré, il était assis sur le lit, appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel, les yeux écarquillés et la respiration haletante. « Il s'est approché de mon lit !» criait-il. Il était juste ici, en train de me regarder, si près que je pouvais voir son visage. « Calmez-vous, monsieur German, s'il vous plaît », dis-je en vérifiant rapidement ses signes vitaux. Son cœur bat vite. J'ai besoin qu'il respire profondément. Je ne deviens pas fou, insista-t-il. Il était là, aussi réel que vous maintenant. Madame Navarro s'était réveillée avec la commotion. « Que se passe-t-il? Que criez-vous » demanda-t-elle confuse. « Tout va bien, Madame Béatrice. Monsieur German a simplement fait un cauchemar. » Ce n'était pas un cauchemar. Monsieur Flores m'a attrapé le bras avec une force étonnante. « Écoutez-moi bien, jeune homme. Cette femme n'est pas une hallucination, elle est réelle, et elle veut quelque chose. Que veut-elle ? Ai-je demandé, plus pour le calmer que parce que je croyais vraiment ce qu'il disait. Je ne sais pas, mais quand il s'est approché, il a ouvert la bouche comme s'il allait parler. Et j'ai pu voir, il hésita, tremblant. Il n'avait pas de langue. Sa bouche était vide, juste l'obscurité. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre, il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre sauf par les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente morte dans cette chambre, il devait y avoir un enregistrement. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol, où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais.
Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. J'ai éteint les lumières et je suis resté là, dans l'obscurité, avec l'oreille collée au mur. Au début, rien. Juste le son étouffé des moniteurs de l'autre côté. Puis, je l'ai entendu. Doucement au début, presque imperceptible. Des pleurs, un sanglot étouffé, comme si quelqu'un essayait de pleurer sans faire de bruit. Cela venait de la chambre 427. Je me suis éloigné du mur, le cœur battant à tout rompre. Était-ce Monsieur Flores, Madame Navarro? Mais cela semblait différent, plus jeune, plus désespéré. Je suis sorti de la chambre 425 et j'ai marché vers la 427. Les pleurs devenaient plus forts. Cela venait définitivement de là. J'ai posé ma main sur la poignée, hésitant. Puis, les pleurs se sont arrêtés brusquement. Et une voix, claire, féminine, désespérée, a parlé de l'autre côté de la porte. « Aide-moi !» Ma main s'est figée sur la poignée. Ce n'était pas la voix de Madame Navarro. Ce n'était pas celle de Monsieur Flores. C'était une autre personne. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas leur dire. Aidez-moi. Poussez la porte lentement. La pièce était éclairée uniquement par la lumière tamisée des moniteurs. Monsieur Flores dormait profondément, sédaté. Madame Navarro dormait également, sa respiration régulière et calme. Il n'y avait personne d'autre, mais la température était glaciale. Mon souffle formait des nuages denses devant mon visage. Et alors je l'ai vu. Dans le coin, où Monsieur Flores avait indiqué quelques heures plus tôt, il y avait une silhouette. C'était une jeune femme, exactement comme on l'avait décrite. Pâle, trop pâle, avec une chemise d'hôpital qui semblait décolorée. Ses cheveux foncés tombaient sur ses épaules, et elle me regardait avec des yeux qui semblaient infiniment tristes. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais que la regarder. Elle fit un pas vers moi, puis un autre. Ses pieds ne faisaient pas de bruit sur le sol. Elle ouvrit la bouche et essaya de parler, mais comme Monsieur Flores l'avait dit, elle n'avait pas de langue, juste l'obscurité dans sa bouche, juste le silence. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre. Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre, sauf pour les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente décédée dans cette chambre, il devait y avoir une trace. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. Sofia était entrée pour une chirurgie de la thyroïde de routine, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Pendant l'opération, il y a eu des complications avec l'anesthésie. Elle a subi des lésions cérébrales par manque d'oxygène et est restée dans un état végétatif. Elle a été maintenue en vie par un support vital dans la chambre 427 pendant 3 mois pendant que sa famille décidait quoi faire. Finalement, ils ont débranché les machines. Sofia est morte dans cette chambre à 2h47 du matin le 15 juillet 1994. Il y avait une note dans le dossier écrite à la main par une infirmière, patient lucide dans les dernières minutes avant le décès. Elle a essayé de parler mais n'a pas pu en raison des lésions neurologiques. Elle semblait anxieuse. Elle est morte les yeux ouverts. J'ai fermé le dossier avec des mains tremblantes. Sofia Romero, 26 ans. Toute une vie devant elle, arrachée par une erreur médicale. Je suis retourné au 4e étage. Il était 2h du matin. Tout était calme. Je suis passé devant la chambre 427. La porte était fermée. Je pouvais entendre le doux ronflement de Monsieur Flores. J'ai décidé de faire quelque chose qui était probablement une stupidité. J'ai entré dans la chambre vide à côté, la 425, qui partageait un mur avec la 427.
Je voulais écouter s'il y avait quelque chose d'inhabituel, un son qui pourrait expliquer les visions des patients. Mais d'une certaine manière, j'ai entendu sa voix dans mon esprit. Ce n'étaient pas des mots, c'était des sentiments, désespoir, peur, frustration, la terreur absolue d'avoir quelque chose d'urgent à dire et de ne pas pouvoir le faire, d'être piégé, invisible, ignoré. Je voulais lui dire quelque chose, je voudrais qu'il sache. Elle a tendu la main vers moi, je tremblais. Et alors, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a disparu, comme de la fumée, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, dans l'obscurité, avec les jambes qui tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Je suis sorti de la pièce, et je suis allé directement au fichier de mon ordinateur. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur Sofia Romero. J'ai appelé une collègue qui avait travaillé à l'hôpital dans les années 90. Je lui ai demandé des nouvelles du dossier. « Oh, ce cas », dit-il avec un soupir. « C'était terrible. Erreur d'anesthésie. L'anesthésiste a mal dosé. La fille est restée dans un état végétatif. Mais le pire, c'est qu'il y avait des preuves qu'elle pouvait entendre, qu'elle était consciente là-dedans, piégée dans son propre corps, mais personne ne s'en est rendu compte. Elle est morte consciente mais incapable de communiquer. C'était l'horreur. Sofia était consciente pendant 3 mois, écoutant tout, ressentant tout, mais totalement incapable de bouger ou de parler. Et elle est morte ainsi, avec quelque chose à dire mais sans moyen de le faire. Était-ce cela qui restait? Son désespoir de communiquer, si fort qu'il transcendait la mort? Je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que cette nuit-là, après ma rencontre, quelque chose a changé dans la chambre 427. Les patients ont cessé de rapporter des visions. La température est revenue à la normale. C'était comme si enfin quelqu'un l'avait entendu, comme si cela suffisait. Mais je n'ai pas pu continuer à y travailler. J'ai demandé mon transfert en équipe de jour. Et après 6 mois, j'ai quitté cet hôpital complètement. Parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais, son expression désespérée, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux, ses mains tendues, suppliant. Maintenant, je travaille dans un nouvel hôpital, plus moderne, sans histoire, sans chambres hantées. Mais parfois, dans le silence profond de la nuit, quand je suis seul dans les couloirs, j'entends un cri lointain. Et je me demande combien d'autres voix sont là dehors, piégées, attendant désespérément que quelqu'un les entende. Combien d'histoires sont restées non racontées? Combien de supplications sont restées sans réponse? Voici le témoignage que cet infirmier m'a partagé. Il m'a dit qu'écrire cela l'avait aidé à traiter ce qu'il avait vécu, même s'il n'a pas encore toutes les réponses. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, et que vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez déjà ressenti des présences dans des endroits où il y a eu de la souffrance, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être validées, elles doivent être écoutées. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Prends bien soin de toi, et repose-toi bien. On se retrouve à la prochaine. Quelqu'un qui préfère rester anonyme m'a envoyé cette expérience il y a quelques jours. Il travaille comme ambulancier de nuit et ce qu'il a vécu lors d'un appel d'urgence dans une maison abandonnée le tient éveillé depuis. Si vous travaillez dans les services d'urgence et que vous avez vu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, j'aimerais beaucoup que vous le partagiez dans les commentaires. Eh bien, voici l'histoire d'une nuit qui a changé à jamais la façon dont cet ambulancier voit son travail. Je ne peux pas donner mon vrai nom pour des raisons qui deviendront claires. Je travaille comme ambulancier dans une ville moyenne de Colombie depuis 8 ans. J'ai vu toutes sortes d'urgences, accidents de la route, infarctus, blessures par arme blanche, overdose. Je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre. J'avais complètement tort. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 3 mois, lors d'un service de nuit un vendredi. Il était 2h30 du matin lorsque nous avons reçu l'appel. Une voix de femme, hystérique, criant que son fils était en train de mourir, qu'elle avait besoin d'aide immédiatement. Elle nous a donné une adresse en périphérie de la ville, dans un quartier que je connaissais vaguement comme une ancienne zone résidentielle, avec de grandes maisons de familles aisées qui avaient déménagé il y a des décennies. Mon partenaire cette nuit-là était Javier, un type avec 20 ans d'expérience qui avait littéralement tout vu.
Nous sommes montés dans l'ambulance et nous sommes dirigés vers l'adresse pendant que le répartiteur essayait d'obtenir plus d'informations sur l'appel. Mais la ligne avait été coupée après avoir donné l'adresse, et quand ils ont essayé de rappeler le numéro, personne n'a répondu. Probablement un enfant avec une forte fièvre, a commenté Javier en conduisant dans les rues vides. Les parents débutants paniquent toujours. Nous arrivons, nous lui donnons quelque chose pour faire baisser la température, et voilà. Nous sommes arrivés à l'adresse en 15 minutes. La maison était au bout d'une impasse, entourée d'arbres hauts qui bloquaient la lumière des lampadaires. C'était une vieille construction de 2 étages, de style colonial espagnol, avec des murs blancs tachés par l'humidité et un jardin complètement négligé. Toutes les fenêtres étaient sombres. « Es-tu sûr que c'est l'endroit ?» ai-je demandé en descendant de l'ambulance avec notre matériel. Javier a vérifié l'adresse sur son téléphone. « C'est ici, numéro 247. » Nous nous sommes approchés de la porte principale. J'ai sonné, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai frappé la porte avec force. « Services médicaux d'urgence. Ouvrez, s'il vous plaît. » Il n'y a pas eu de réponse. J'ai essayé de tourner la poignée de la porte, et à ma surprise, elle était ouverte. La porte s'est ouverte lentement avec un grincement prolongé qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. « Je n'aime pas ça », ai-je murmuré. « Moi non plus », a convenu Javier. « Mais nous avons un appel d'urgence pour un enfant malade. Nous ne pouvons pas simplement partir. » Nous sommes entrés avec nos lampes de poche allumées. L'intérieur sentait l'humidité, le moisi et quelque chose de plus sucré que je n'ai pas pu identifier. Le faisceau de lumière de ma lampe de poche a révélé un hall spacieux avec des meubles recouverts de draps blancs poussiéreux. Les murs avaient des marques d'humidité et le papier peint se décollait en longues bandes. « Bonjour » ai-je appelé. « Nous sommes des ambulanciers. Y a-t-il quelqu'un ici ?» Un bruit est venu du 2e étage. Des pas, lents, traînants, et puis une voix de femme, faible et tremblante. En haut, s'il vous plaît, mon fils. Javier et moi avons échangé des regards. Quelque chose dans cette situation semblait profondément mal, mais nous avions le devoir d'enquêter. Nous avons monté les escaliers prudemment, testant chaque marche avant de mettre tout notre poids. Le bois craquait de manière menaçante. Au 2e étage, il y avait un long couloir avec plusieurs portes. L'une d'elles, au bout du couloir, était entrebâillée. Une lumière pâle émanait de l'intérieur, clignotant comme si elle était faite de bougies. Nous nous sommes approchés prudemment. J'ai poussé la porte, et ce que j'ai vu m'a fait m'arrêter net. La chambre était éclairée par des dizaines de bougies noires disposées en cercle. Au centre du cercle, sur le sol en bois, se trouvait un enfant d'environ 8 ans. Il était complètement immobile, les yeux fermés, vêtu de vêtements blancs qui semblaient anciens. Sa peau était pâle, presque grise. À côté de l'enfant, à genoux, se tenait une femme d'âge moyen avec de longs cheveux noirs tombant sur ses épaules. Elle portait une robe sombre et avait les mains étendues sur l'enfant dans ce qui semblait être une sorte de rituel. « Madame, nous sommes des paramédics », dis-je en m'approchant rapidement. « Éloignez-vous, s'il vous plaît. Nous devons examiner l'enfant. » La femme ne bougea pas. Elle ne leva même pas les yeux. Elle continua à murmurer quelque chose à voix basse, des mots que je ne pouvais pas comprendre. Javier se déplaça de l'autre côté du cercle. « Madame, nous avons besoin que vous vous éloigniez maintenant. Votre fils a besoin de soins médicaux. » Lorsque la femme leva enfin la tête pour nous regarder, je ressentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Ses yeux étaient complètement noirs, sans blanc visible. Et quand il parla, sa voix sonnait étrange, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. « Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est déjà fait. Le pacte est scellé. »« Quel pacte ?» demandai-je. Mais Javier traversait déjà le cercle de bougies pour rejoindre l'enfant. Au moment où Javier posa le pied dans le cercle, toutes les bougies s'éteignirent simultanément. L'obscurité tomba sur la pièce comme une lourde couverture. Ma lampe de poche clignota et s'éteignit. Celle de Javier aussi. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» entendis-je Javier jurer dans l'obscurité. J'ai sorti mon téléphone pour utiliser sa lumière, mais l'écran était complètement noir malgré le fait qu'il avait une batterie pleine quelques instants auparavant. Dans cette obscurité absolue, j'ai entendu la femme rire. Ce n'était pas un rire normal, c'était aigu, hystérique, et cela ne venait définitivement pas d'une seule gorge. Puis les bougies se sont rallumées toutes seules, toutes en même temps, avec des flammes qui brûlaient 2 fois plus haut qu'avant, projetant des ombres dansantes sur les murs. La femme n'était plus à genoux, elle était debout, et il y avait quelque chose de profondément incorrect dans la façon dont son corps se mouvait, comme si ses articulations ne fonctionnaient pas correctement. Elle s'est tournée vers nous,
et j'ai vu que sa peau avait pris une teinte grisâtre maladive. De sa bouche ouverte sortait de la fumée noire. « Il m'a promis du pouvoir », dit-elle avec cette voix multiple. « Du pouvoir sur la vie et la mort. Tout ce que je demandais, c'était l'âme de mon fils. Un échange juste. » « Madame, vous délirez. J'ai essayé d'utiliser mon ton le plus calme, bien que mon cœur battait sauvagement. Il a besoin d'aide psychiatrique. Nous allons prendre l'enfant, et ensuite nous parlerons de lui trouver de l'aide aussi. » Javier était déjà auprès de l'enfant, vérifiant ses signes vitaux. « Il n'a pas de pouls, dit-il avec urgence. Et il est froid, très froid. Nous devons commencer la RCP maintenant. » Mais quand Javier essaya de déplacer l'enfant hors du cercle, quelque chose l'en empêcha. C'était comme s'il y avait une barrière invisible. Le corps de l'enfant ne pouvait tout simplement pas se déplacer au-delà du bord du cercle de bougies, comme s'il était attaché par des cordes invisibles. « Il est piégé », murmura la femme, souriant avec une expression grotesque. « Son âme n'est plus dans son corps, elle est entre les mains de mon maître. Et bientôt, je serai aussi libre de cette chair mortelle, libre de servir dans le royaume des ombres. » À ce moment-là, le corps de l'enfant se mit à trembler. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, mais ce n'étaient pas des yeux d'enfant. Ils étaient noirs comme ceux de la femme, vides de tout, sauf d'obscurité. Sa bouche s'est ouverte, et une voix en est sortie qui n'était pas enfantine, mais grave et résonnante. « Plus d'âme, » dit l'enfant qui n'était plus un enfant. « Nous apportons plus d'âme. Les témoins sont les bienvenus. Rejoignez le service. » Javier recula, son entraînement professionnel finalement dépassé par la terreur primitive. « Nous devons sortir d'ici. Maintenant. » Mais quand nous nous sommes tournés vers la porte, elle s'est fermée brusquement. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était scellée, comme si elle s'était fusionnée avec le cadre. Les fenêtres aussi, bien qu'il n'y ait rien de visible les bloquant. La température de la pièce avait drastiquement baissé. Je pouvais voir ma respiration former des nuages dans l'air. Les bougies brûlaient plus brillamment, mais leur lumière ne réchauffait pas. Seulement une illumination fantomatique qui rendait tout surréaliste. La femme a commencé à marcher en cercles autour de l'enfant, chantant dans une langue que je n'avais jamais entendue. Sa voix se mêlait à celle qui sortait du corps de l'enfant, créant une harmonie discordante qui blessait mes oreilles. Sur les murs, les ombres ont commencé à bouger de façon qui ne correspondait pas à la lumière des bougies. Elles s'étiraient, se tordaient, prenaient des formes qui semblaient vaguement humaines, mais complètement incorrectes. Et dans ces ombres, je pouvais jurer que je voyais des visages, des dizaines d'entre eux, tous criant silencieusement. « C'est une possession démoniaque », murmura Javier, sa voix tremblante. « Soit nous avons une hallucination collective due au monoxyde de carbone, soit quelque chose de pire. »« Je suis paramédic, pas prêtre », répondis-je, essayant de garder un semblant de rationalité. « Mais quoi que ce soit, nous devons sortir. » J'ai essayé de briser la fenêtre avec une chaise, mais le verre ne se brisait pas. C'était comme frapper de l'acier solide. Javier a essayé de défoncer la porte, mais c'était tout aussi inutile. Le chant de la femme est devenu plus fort, plus frénétique. Le corps de l'enfant a commencé à léviter lentement du sol, s'élevant jusqu'à être suspendu à 1 mètre de hauteur, les bras étendus comme s'il était crucifié dans les airs. Et alors, quelque chose a commencé à se matérialiser dans la pièce. Au début, ce n'était qu'une distorsion dans l'air, comme de la chaleur s'élevant du bitume. Mais progressivement, cela s'est solidifié en une forme que mon esprit peinait à traiter. C'était vaguement humanoïde, d'au moins 2,5 mètres de hauteur, mais sa peau était comme du charbon noir craquelé avec une lumière rouge brillant à travers les fissures. Il avait des cornes tordues qui sortaient de sa tête, et ses yeux brûlèrent d'un feu jaune maladif. « Le maître est arrivé », dit la femme en s'agenouillant. « J'ai rempli ma part du pacte. Mon fils t'appartient. Maintenant, donne-moi ce que tu as promis. » La créature parla, et sa voix résonna non seulement dans la pièce mais aussi dans ma tête, vibrant dans mes os. « L'enfant est à moi, mais toi, tu as encore une utilité dans ce plan. Je ne peux pas te libérer encore. » La femme laissa échapper un cri de frustration et de rage. « Tu as promis que tu m'emmènerais avec toi, que tu me ferais immortel dans ton service. »« Et je le ferai, » répondit la créature, « mais pas encore. D'abord, tu dois m'apporter plus d'âme. Ces deux-là serviront. » Elle désigna Javier et moi. C'est à ce moment-là que Javier fit quelque chose d'inattendu. Il sortit un petit crucifix de sa poche, quelque chose que je ne savais pas qu'il avait, et le tint devant lui d'une main tremblante. « Au nom du Christ, je t'ordonne de partir, dit-il, sa voix gagnant en fermeté. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. » La créature se mit à rire, un son comme des pierres broyées. « Un symbole, c'est tout? Les symboles n'ont que le pouvoir que tu leur donnes.
Et ta foi? Elle se pencha vers Javier, reniflant. Ta foi est faible, médecin, remplie de doutes. Tu ne me fais pas peur. Mais pendant que la créature parlait, je remarquais quelque chose. Quand Javier avait traversé le cercle de bougies, il avait brisé le motif. Une des bougies s'était renversée, s'éteignant. Le cercle n'était plus complet. Javier, murmurai-je, le cercle, il est brisé. Le rituel n'est pas complet. Les yeux de Javier s'élargirent de compréhension. Sans hésiter, il donna un coup de pied à une autre bougie, puis à une autre. Le cercle se brisa à plusieurs endroits. La créature rugit de fureur. Non, le scellement. Le corps flottant de l'enfant tomba au sol avec un bruit sourd. La femme cria, se précipitant vers nous les mains tendues comme des griffes. Mais lorsqu'elle atteignit le bord de l'endroit où se trouvait le cercle, elle s'arrêta brusquement, comme si elle avait heurté un mur invisible. Le cercle la contenait aussi, compris-je. Elle ne pouvait pas sortir tant que le rituel n'était pas complet. La créature était en train de s'estomper, sa forme solide devenant translucide. « Ce n'est pas fini », promit-elle d'une voix qui s'évanouissait. « J'ai été invoqué. Maintenant je sais où se trouve cet endroit. Je reviendrai. Et quand je le ferai, toutes les âmes ici seront à moi. » Avec un dernier éclat de lumière rouge, la créature disparut complètement. La température de la pièce commença à se normaliser. La porte, qui avait été scellée, s'ouvrit brusquement. La femme tomba au sol, en sanglotant. Ses yeux étaient redevenus normaux, non plus noirs mais d'un marron ordinaire. Elle semblait confuse, désorientée. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle. « Où est mon fils? Où est Miguel ?» Javier s'approcha prudemment de l'enfant. Il vérifia son pouls, sa respiration. « Il est vivant », dit-il avec une surprise évidente. « Faible, mais vivant. Il a un pouls et il respire. » Nous avons chargé l'enfant sur une civière et aidé la femme à marcher. Elle était en état de choc, semblait ne rien se rappeler du rituel ou de la créature. Elle continuait à demander ce qui s'était passé. Pourquoi elle était dans cette maison abandonnée? Comment elle y était arrivée? Lorsque nous sommes sortis de la maison, l'air frais de la nuit ne s'était jamais senti aussi bienvenu. Nous avons chargé à la fois la femme et l'enfant dans l'ambulance. Pendant le trajet vers l'hôpital, l'enfant a repris brièvement conscience. Il m'a regardé avec des yeux clairs, normaux, d'enfant. J'étais dans un endroit sombre, a-t-il chuchoté. Il y avait quelque chose là-bas qui voulait rester avec moi. Mais vous m'avez sorti, merci. À l'hôpital, tant l'enfant que la femme ont été admis pour observation. Les médecins n'ont trouvé rien de physiquement anormal chez eux, sauf une déshydratation et des niveaux de sucre dans le sang bas. L'évaluation psychiatrique a déterminé que la femme avait eu un type d'épisode psychotique, probablement induit par des drogues, bien que les analyses de sang soient revenues négatives. L'histoire officielle était qu'une femme ayant des problèmes mentaux avait emmené son fils dans une maison abandonnée pendant un épisode psychotique et que nous les avions trouvés et sauvés. Simple, ordonné, rationnel. Mais Javier et moi savions la vérité. Nous avions vu quelque chose qui n'avait pas d'explication rationnelle. Quelque chose d'ancien et de malveillant qui existait aux marges de la réalité, attendant d'être invoqué par ceux qui étaient désespérés ou assez fous pour essayer. Nous avons rapporté l'incident tel que nous l'avons vécu au coordinateur de service cette nuit-là, mais ils nous ont regardés comme si nous délirions. Ils nous ont fait passer des tests de toxicologie pour s'assurer que nous n'étions pas sous l'influence de substances. Les tests se sont révélés négatifs. Stress au travail était le diagnostic officiel. Hallucination partagée induite par l'épuisement et l'atmosphère inquiétante de la maison abandonnée. On nous a donné une semaine de repos obligatoire et recommandé des séances avec le psychologue du département. Mais je sais ce que j'ai vu. Javier aussi. Nous en avons parlé en privé, loin des oreilles officielles. Nous avons tous deux vu la même chose. Nous avons tous deux ressenti la même chose. Et nous savons tous deux que ce que nous avons trouvé cette nuit-là était réel. J'ai enquêté sur la maison depuis. Il s'avère qu'elle a une histoire sombre. Elle appartenait à une famille riche dans les années 60. Le patriarche, un homme nommé Augusto Restrepo, était obsédé par l'occultisme. Il réalisait des rituels dans cette maison, invoquait des entités, cherchait le pouvoir sur la mort. En 1968, toute la famille est morte dans des circonstances mystérieuses. Les corps ont été retrouvés dans cette même pièce au 2e étage, disposés en cercle, avec des bougies noires autour. L'enquête a conclu qu'il s'agissait d'un meurtre-suicide, mais il n'a jamais été déterminé ce qui avait poussé Augusto à tuer toute sa famille, puis à se suicider. La maison est abandonnée depuis,
Plusieurs propriétaires successifs ont essayé d'y vivre, mais tous ont signalé des phénomènes étranges et ont déménagé rapidement. Finalement, elle a été complètement abandonnée. Je ne sais pas comment cette femme et son fils ont fini là cette nuit-là. Quand elle a retrouvé sa lucidité, elle ne se souvenait pas d'être allée dans cette maison. Son dernier souvenir clair était d'être dans son appartement, en train de lire un conte à son fils avant de dormir. Puis, un vide, et ensuite se réveiller dans l'ambulance avec nous. L'enfant ne se souvient pas non plus de grand-chose. Juste des fragments de rêves sombres, des voix chuchotant et une sensation de froid intense. Javier porte le crucifix avec lui tout le temps maintenant. Il n'était pas particulièrement religieux avant, mais quelque chose dans cette expérience a changé sa perspective. Il va à la messe chaque dimanche, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. J'ai commencé à enquêter davantage sur l'occulte, non pas parce que je veux le pratiquer, mais parce que je veux comprendre. Je veux savoir ce que nous avons vu, quel type d'entité c'était, et surtout, je veux savoir si c'est vrai ce qu'elle a dit, qu'elle reviendrait. Parce que c'est la partie qui m'empêche de dormir. La créature a dit qu'elle avait été invoquée, qu'elle savait maintenant où se trouvait cet endroit, et qu'elle reviendrait. Quand et pourquoi faire? J'ai conduit par cette rue plusieurs fois depuis, toujours pendant la journée, jamais seul. La maison est toujours là, abandonnée, sombre. Parfois, je jure que je vois du mouvement dans les fenêtres du 2e étage, des ombres qui ne devraient pas être là dans une maison vide. La ville a maintenant condamné la propriété. Il y a des plans pour la démolir enfin, après des décennies d'abandon. Une partie de moi espère que cela aidera, que détruire la structure physique détruira aussi tout portail ou connexion qui existe là. Mais une autre partie de moi, celle qui a vu ce que j'ai vu, sait que ce ne sera pas si simple. Ce qu'Augusto Restrepo a invoqué dans les années 60, ce que cette femme a touché à nouveau il y a 3 mois, n'est pas lié à des briques et du bois. C'est quelque chose de plus fondamental, de plus ancien. Cela existe dans les espaces entre la lumière et l'obscurité, attendant d'être appelé par ceux qui cherchent le pouvoir, la connaissance, ou l'évasion de leur mortalité, et il y aura toujours des personnes désespérées, des personnes arrogantes, ou des personnes simplement curieuses qui franchiront les lignes qui ne devraient pas être franchies. Je continue à travailler comme ambulancier, c'est la seule chose que je sais faire, la seule chose dans laquelle je suis bon. Mais maintenant, j'emporte une protection avec moi, du sel béni dans de petits paquets, de l'eau bénite dans une bouteille, et oui, mon propre crucifix. Peut-être que cela ne sert à rien. Peut-être que la foi de Javier était ce qui a vraiment fait la différence cette nuit-là. Mais cela me rend légèrement plus sûr lors des appels nocturnes. Parce que maintenant je sais que toutes les urgences auxquelles nous répondons ne sont pas médicales. Certaines sont spirituelles. Certaines sont des batailles dans une guerre que la plupart des gens ne savent pas qu'elle est en cours, entre des forces qui existaient bien avant nous et qui continueront d'exister bien après. Et parfois, dans le cours normal de notre travail, nous tombons sur ces batailles. Et nous devons décider à ce moment-là si nous fuyons ou si nous faisons face. Cette nuit-là, Javier et moi avons fait face, et nous avons survécu. Mais je ne sais pas si nous aurons autant de chance la prochaine fois. Parce que je sens, à un niveau profond, qu'il y aura une prochaine fois. Cette créature, ce démon, ou quoi que ce soit, nous a vus, nous connaît, et les derniers mots qu'il a dits résonneront dans mon esprit pour le reste de ma vie. Je reviendrai, et quand je le ferai, toutes les âmes ici seront à moi. Je ne sais pas quand ce moment sera, mais je serai prêt, ou du moins, aussi prêt que peut l'être un simple ambulancier face à des forces qui défient toute logique et raison. C'est tout ce que cet ambulancier a voulu partager. Il m'a dit que écrire cela était presque cathartique, une façon de traiter le traumatisme de cette nuit-là. La maison a été démolie le mois dernier, mais il a encore des cauchemars sur ce qu'il a vu. Si vous travaillez dans les services d'urgence et que vous avez rencontré quelque chose d'inexplicable, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire dans les commentaires. Parfois, ceux qui répondent aux appels de détresse trouvent plus que ce qu'ils attendaient. Reposez-vous bien ce soir. Cette histoire m'a été racontée par Laura, une abonnée qui vit dans une zone rurale du Guatemala. Elle m'a écrit il y a 3 semaines avec une expérience qu'elle a vécue il y a des années dans la maison de son enfance. Si tu as aussi grandi à la campagne ou dans un endroit où les anciennes légendes sont encore respectées, tu comprendras probablement de quoi je parle. Si tu as une histoire similaire sur des créatures qui ne devraient pas exister mais que tu as vues de tes propres yeux, partage-la dans les commentaires.
Je suis fasciné de connaître vos expériences. Maintenant, voici ce que Laura a vécu quand elle n'avait que 8 ans. Je suis né dans une ferme éloignée de tout village. La maison où nous vivions avec mes parents et mes 2 grands frères était ancienne, construite par mon arrière-grand-père au début du siècle dernier. Elle était grande, avec des murs épais en adobe et un toit en tuiles rouges qui craquait pendant les tempêtes. Autour, nous avions des cultures de café et de maïs, un poulailler, quelques cochons, et au-delà, une forêt dense que personne de la famille n'osait explorer trop profondément. Depuis mon plus jeune âge, j'ai appris les règles. Ma grand-mère, qui vivait avec nous, était très stricte à leur sujet. Ce n'étaient pas des règles ordinaires comme « ne traverse pas la rue sans regarder » ou « lave-toi les mains avant de manger ». Ce étaient des règles qui semblaient étranges, presque superstitieuses, mais que tout le monde à la maison suivait sans question. Règle numéro 1. Ne jamais laisser de nourriture dehors après la tombée de la nuit. Règle numéro 2. Ne jamais siffloter la nuit, surtout près de la maison. Règle numéro 3. Si tu entends quelqu'un t'appeler par ton nom depuis la forêt, ne réponds pas et ne te retourne pas. Règle numéro 4. Jamais, en aucune circonstance, n'ouvrez la trappe du sous-sol. Cette dernière règle était la plus importante. La trappe était dans la cuisine, dans un coin près de l'armoire. Elle était en bois lourd, avec un cadenas rouillé qui semblait fermé depuis des décennies. Ma grand-mère gardait la seule clé suspendue à une chaîne autour de son cou et ne la retirait jamais, même pas pour dormir. Quand je lui ai demandé pourquoi nous ne pouvions pas ouvrir la trappe, ma grand-mère m'a regardé avec une gravité qui m'a effrayé. « Parce qu'ils vivent là-dessous », a-t-elle simplement dit. « Et tant que nous ne les dérangeons pas, ils ne nous dérangeront pas. » « Qui sont-ils » ai-je demandé. « Les gardiens, les anciens, ceux qui étaient ici avant nous. » Sa voix est descendue jusqu'à devenir un murmure. « Ton arrière-grand-père a passé un marché avec eux lorsqu'il a construit cette maison. Il leur a donné la cave comme leur espace, et en échange, ils nous protègent. Ils tiennent les choses mauvaises à distance. Mais si nous rompions l'accord, si nous entrions dans leur territoire, il n'a pas terminé la phrase. Il n'avait pas besoin de le faire. La peur dans ses yeux en disait assez. Pendant des années, j'ai obéi aux règles sans problème. La vie à la ferme était paisible. J'aidais ma mère avec les tâches ménagères. Je jouais avec mes frères dans la cour. Et le soir, nous nous réunissions autour de la table pendant que ma grand-mère racontait des histoires de sa jeunesse. Mais il y avait des signes, de petites choses que, en regardant en arrière, j'aurais dû remarquer davantage. Parfois, lors des nuits très silencieuses, on entendait des bruits sous la maison, des griffements doux, de petits pas rapides, des murmures dans une langue que je ne reconnaissais pas. Mon père disait que c'étaient des rats ou des opossums qui se glissaient sous les fondations. Mais je savais que ce n'étaient pas des animaux. Les animaux ne murmurent pas. Il y avait aussi des moments où nous trouvions des offrandes près de la trappe, de petits tas de pierres polies, des fleurs sauvages organisées en motifs circulaires. Une fois, j'ai trouvé une figure sculptée dans le bois qui semblait représenter une personne, mais avec des proportions étranges. Des bras trop longs, trop de doigts, une tête légèrement inclinée d'un côté. Ma grand-mère recueillait ces offrandes avec soin et les brûlait dans la cour arrière, murmurant des prières en un ancien espagnol mêlé à des mots dans une langue qui ressemblait à celle des indigènes de la région mais qui était différente, plus rugueuse, plus gutturale. Tout a changé l'été où j'ai eu 8 ans. Ma grand-mère est tombée malade. C'était soudain et sévère. Un jour, elle allait bien, marchant dans la maison, cuisinant, racontant ses histoires. Le lendemain, elle pouvait à peine se lever du lit. La fièvre la consumait. Elle délirait, parlant avec des personnes qui n'étaient pas là, avertissant sur des choses que nous ne pouvions pas voir. « Ils sont agités », murmurait-elle entre 2 rêves. « Ils ont faim. Cela fait trop longtemps. Ils ont besoin... » Elle ne terminait jamais ses phrases avant de retomber dans l'inconscience. Mes parents ont amené le médecin du village le plus proche. Il a examiné ma grand-mère et n'a rien trouvé de spécifique. Cela pourrait être son âge, a-t-il dit vaguement. Parfois, les personnes âgées s'éteignent simplement. Mais je savais que c'était quelque chose de plus. Nous le savions tous. La nuit où tout a empiré a été une nuit sans lune. Le ciel était complètement noir, sans étoiles visibles. Une obscurité si dense qu'elle semblait solide. J'étais dans ma chambre, essayant de dormir, quand j'ai entendu le premier coup. Il venait d'en bas, pas du rez-de-chaussée de la maison, mais d'encore plus bas, du sous-sol que nous n'avions jamais ouvert. Toc, toc, toc. 3 coups espacés, délibérés, comme si quelqu'un frappait à une porte de l'autre côté.
Je me suis assis sur le lit, le cœur battant fort. J'ai attendu, en retenant mon souffle. Les coups se sont répétés, plus fort cette fois. Toc, toc, toc. J'ai entendu du mouvement dans la maison, des pas précipités, des voix chuchotant avec urgence. Mes parents étaient réveillés. Je me suis levé et suis sorti de ma chambre. Mes frères aussi étaient sortis de la leur, le visage pâle et les yeux très ouverts. « Reposez-vous », nous a ordonné mon père, mais sa voix tremblait. Toc, toc, toc. Les coups ont continué. Maintenant, ils étaient accompagnés de griffures, comme des ongles longs traînant sur du bois. Ma mère courut dans la chambre de ma grand-mère. Elle la trouva assise sur le lit, complètement éveillée malgré sa maladie, les yeux fixés sur la porte. « Ça a commencé », dit ma grand-mère d'une voix rauque. « La faim est trop forte. Nous avons cassé quelque chose sans faire exprès. Ont-ils laissé de la nourriture dehors ?» Ma mère pâlit. Cet après-midi, nous avions fait un barbecue dans la cour. Et dans la précipitation pour ramener ma grand-mère dans son lit lorsqu'elle s'est aggravée, nous avions laissé les restes de nourriture sur une table dehors. Nous avions brisé la première règle. Les coups devinrent frénétiques. Ce n'étaient plus 3 coups espacés. C'était un martèlement constant, comme si des dizaines de petits poings frappèrent la trappe en dessous. Et alors, nous avons entendu des voix. Elles étaient aiguës et rugueuses, comme si plusieurs petites gorges parlaient en même temps. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais le ton était clair, colère, faim, demande. Mon père descendit les escaliers avec une lampe de poche et un machette qu'il gardait pour travailler dans les cultures. Je le suivis malgré ses protestations. J'avais besoin de voir. Quand nous sommes arrivés à la cuisine, la scène m'a glacé le sang. La trappe tremblait, vibrant littéralement dans son cadre comme si quelque chose en dessous la poussait avec une force terrible. Le cadenas rouillé grinçait, s'efforçant de rester fermé. Autour des bords de la trappe, où le bois rencontrait le sol en carreaux, sortait une fumée gris pâle qui ne sentait rien mais piquait les yeux. Et les voix. Dieu, les voix. Ce n'étaient plus seulement des sons incompréhensibles. Maintenant, je pouvais distinguer des mots en espagnol, mêlés à cette autre langue. Faim, faim, ils ont promis, ils ont donné, maintenant rien. Faim, ouvrez, ouvrez, femme. Mon père est resté figé à l'entrée de la cuisine, le machette tremblant dans sa main. « Va chercher ta grand-mère », me dit-il sans détourner le regard de la trappe. « Vite !» Je courus à l'étage. Ma grand-mère était déjà aidée par ma mère pour descendre. Elle se déplaçait avec difficulté, appuyée lourdement sur le bras de ma mère, mais sur son visage il y avait une détermination féroce. Elle arriva à la cuisine et observa la trappe vibrante avec des yeux à moitié clos. « 3 mois sont passés, » murmura-t-elle. « 3 mois sans offrande. »« Des offrandes ?» demanda mon père. Je pensais que les offrandes étaient ce qu'il laissait pour nous. Acronyme. Ma grand-mère secoua lentement la tête. Non, mon fils. Ce sont des signaux, des rappels du pacte. Je devais leur laisser de la nourriture tous les 3 jours. Une nourriture spécifique. Mais avec la maladie, j'ai oublié. J'ai perdu le compte. Sa voix se cassa. Le panneau de trappe cessa de vibrer brusquement. Le silence qui suivit était d'une manière ou d'une autre pire que le bruit. C'était un silence plein d'attente. Affamé. Puis nous avons entendu le premier griffement sur les murs. Pas sur les murs extérieurs, sur les murs intérieurs. Comme si quelque chose de petit grimpait à l'intérieur de la structure de la maison, se déplaçant entre des espaces qui ne devraient non pas être accessibles. Les griffements se multiplièrent, des dizaines d'eux, peut-être des centaines, nous entourant, montant le long des murs vers nous. Nous devons leur donner quelque chose, dit ma grand-mère avec urgence. Maintenant, avant qu'ils ne sortent. Sortent. Ma mère serra mes frères contre elle. Peuvent-ils sortir? Si vous avez suffisamment faim, si le pacte est rompu suffisamment, oui, vous pouvez. Ma grand-mère porta la main à la chaîne autour de son cou en sortant la clé. Mais ils préfèrent ne pas le faire. Ils préfèrent rester en bas, dans l'obscurité. Ils ont juste besoin que nous nous souvenions de l'accord. Les griffes venaient maintenant de toutes parts. Du plafond, des murs, du sol même sous nos pieds. Ma grand-mère ouvrit le placard avec des mains tremblantes et commença à sortir de la nourriture. Pain, fruits, viande séchée, miel. Elle l'empilait dans ses bras sans ordre ni logique apparente. « Laura » m'appela-t-elle. « Viens ici. » Je m'approchai, terrifiée mais obéissante. « Tu vas devoir apprendre cela, dit-elle, me regardant droit dans les yeux. Parce qu'un jour, quand je ne serai plus là, ce sera toi qui maintiendras le pacte. Pourquoi moi, chuchotai-je. Parce que tu as le don. Tu peux les sentir, n'est-ce pas? Tu as toujours pu. C'était vrai.
J'avais toujours ressenti la présence sous la maison, une conscience multiple, ancienne, affamée mais pas nécessairement malveillante. Simplement, une autre. Ma grand-mère s'est dirigée vers la trappe, la nourriture empilée dans ses bras. Les griffures se sont arrêtées, comme si ceux qui se trouvaient sur les murs attendaient, observant. Avec la clé suspendue à son cou, elle a ouvert le cadenas. Le clic métallique a résonné dans le silence comme un coup de feu. « Ne regarde pas directement en bas », m'a-t-elle averti. « Peu importe ce que tu vois ou ce que tu entends. Ne les regarde pas directement. » Elle a levé la trappe. L'odeur qui en est sortie était indescriptible. Ce n'était pas exactement pourri. C'était de la terre humide, des feuilles en décomposition. Quelque chose de musqué et animal, mais pas d'un animal que je connaissais. Et sous tout ça, quelque chose de sucré et de maladif qui faisait remuer mon estomac. Mais pire que l'odeur, c'était le son. Des respirations, des dizaines d'entre elles, petites, rapides, anxieuses, comme des chiens haletants mais plus aigus, et des murmures, tant de murmures superposés qui devenaient un bourdonnement constant. Je gardais mon regard fixé sur le visage de ma grand-mère, suivant ses instructions, mais du coin de l'œil, je pouvais voir du mouvement dans l'obscurité du sous-sol ouvert, de petites formes, beaucoup d'entre elles, se déplaçant, grimpant les unes sur les autres, s'approchant de l'ouverture. Ma grand-mère commença à laisser tomber la nourriture dans le sous-sol, morceau par morceau, pain, pommes, tranches de viande séchée. Chaque fois que quelque chose tombait, il y avait une frénésie de mouvements en bas, des sons de mastication rapide, de brèves bagarres pour les plus gros morceaux, et puis un silence attentif en attendant la prochaine bouchée. Quand elle eut fini, ma grand-mère versa tout le contenu du flacon de miel directement dans l'obscurité. Le liquide doré disparut en quelques secondes, accompagné de sons de léchage et de satisfaction. « Pardon », dit ma grand-mère à voix haute, s'adressant à l'obscurité. « Pardon pour l'inattention, pardon pour la faim. Le pacte est maintenu, comme toujours, comme il doit l'être. » Les respirations se calmèrent. Les murmures s'apaisèrent jusqu'à devenir quelque chose de presque musical. Presque. Reconnaissant, ma grand-mère ferma lentement la trappe et remit le cadenas. Au moment où le cadenas fit clic, tous les bruits dans les murs cessèrent. La maison resta dans un silence complet. Nous restâmes là, tous silencieux, pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, mon père laissa échapper un soupir tremblant et abaissa le machette. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. Ma grand-mère s'appuya contre le mur, épuisée par l'effort. « Ce sont anciens, » dit-elle. « Ils étaient ici bien avant l'arrivée des Espagnols, avant même l'arrivée des Mayas. Ce sont les originaux, ceux qui arpentèrent ces terres lorsque les arbres étaient jeunes. » Elle s'interrompit pour reprendre son souffle. « Ton arrière-grand-père les a trouvés lorsqu'il creusait les fondations de cette maison. Il a creusé trop profondément et a ouvert une de leurs tanières. Ils l'ont attaqué. Il a failli mourir. Et ma mère pouvait à peine parler. Et il négocia. Il leur proposa un marché. S'il lui permettait de construire sa maison ici, s'il lui permettait de vivre sur cette terre, il leur offrirait un refuge permanent sous son toit. Il leur donnerait de la nourriture régulièrement. Et jamais, jamais il n'essaierait de leur faire du mal ou de les expulser. Et ils ont accepté. Ils n'ont pas seulement accepté. Ils ont amélioré le marché. Ils ont dit que s'il remplissait sa part, il protégerait sa maison et sa famille de tout mal extérieur. Il maintiendrait à distance les voleurs, les animaux dangereux, les maladies, même d'autres esprits malins. Tant que le pacte serait respecté, la famille serait en sécurité. Je regardais vers la trappe fermée. De l'autre côté, je pouvais sentir quelque chose. Une présence collective. Des milliers d'yeux invisibles nous observaient, mais je ne ressentais plus de menace. Juste de la surveillance, même une protection. « Combien sont-ils » demandai-je à voix basse. Ma grand-mère me regarda avec une expression sérieuse. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais compté. Je n'ai jamais vraiment regardé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Toute une colonie vivant dans des tunnels qu'ils ont creusés sous toute la propriété. Cette maison n'est que l'entrée de leur monde. » Pendant les semaines suivantes, ma grand-mère m'a tout appris sur le pacte. Comment préparer les offrandes, quels aliments ils préféraient, fruits sucrés, miel, viande crue, pain fraîchement cuit. À quelle fréquence ils devaient se nourrir, tous les 3 jours sans faute. Et les autres règles,
Ne jamais siffloter la nuit car cela les irritait. Ne jamais laisser de nourriture dehors car cela perturbait l'accord. Ne jamais répondre aux voix de la forêt car elles ne venaient pas d'eux mais de choses qu'ils maintenaient à distance. Comment ont-ils l'air ? Lui demandai-je une nuit pendant que nous préparions une offrande. Elle réfléchit longtemps avant de répondre. Je ne les ai vus qu'une seule fois, quand j'étais plus jeune que toi. J'ai commis une erreur. J'ai regardé directement en bas lorsque ton arrière-grand-père a ouvert la trappe. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il coupait des fruits. Ils sont petits, de la taille d'un gros chat peut-être. Mais ce ne sont pas des animaux. Ils ont une forme vaguement humaine. Ils marchent sur deux jambes. Ils ont des mains avec trop de doigts. Leur visage, il s'est arrêté. Leurs visages sont presque humains, mais leurs yeux sont trop grands. Et leur bouche, ils ont trop de dents. Petites, aiguisées, conçues pour manger n'importe quoi. Ils font peur, demandai-je. Au début, oui, beaucoup. Mais après les avoir regardés un moment, j'ai ressenti quelque chose de plus. J'ai ressenti de l'ancienneté, de la fatigue. Ils ont vécu si longtemps, Laura, tellement que presque ils ne se souviennent plus de comment était le monde quand ils marchèrent librement sous le soleil. Maintenant, ils préfèrent l'obscurité, le calme. Ils demandent seulement qu'on ne les oublie pas. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Ou peut-être était-ce plus qu'un rêve. Elle était debout dans le sous-sol. Pas le sous-sol sous notre maison, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Une énorme caverne qui s'étendait dans toutes les directions. Les murs brillaient d'une mousse phosphorescente qui donnait à peine assez de lumière pour voir. Et ils étaient là. Des centaines, peut-être des milliers, de petites figures courbées avec une peau qui ressemblait à l'écorce d'un arbre ancien. Leurs yeux énormes et brillants me regardaient, sans cligner des yeux, mais pas avec hostilité, avec curiosité, avec reconnaissance. L'un d'eux s'est approché. Il était légèrement plus grand que les autres, avec des marques sur la peau qui semblaient être des cicatrices rituelles. Nueva Guardiana. Nouvelle gardienne, dit-elle d'une voix comme des feuilles mortes frottant contre la pierre. Nous voyons en toi. Nous ressentons en toi. Tu maintiendras le pacte. Acronyme. Oui, répondis-je, bien que je ne sois pas sûr de comment je pouvais parler dans le rêve. Je le maintiendrai. La créature inclina la tête dans un geste qui aurait pu être du respect ou de la gratitude. Nous aussi, nous tenons notre part. Nous protégeons, nous veillons. Les choses de la forêt profonde ne traversent pas tant que nous sommes là. Les ombres qui marchent la nuit ne touchent pas cette maison. Le pacte est bon pour nous deux. Acronyme. Que êtes-vous ? Demandai-je. D'où venez-vous ? La créature fit un son qui aurait pu être un rire ou des pleurs. Il était difficile de distinguer. Nous étions les premiers. Avant les grandes villes de pierre. Avant les hommes qui écrivent. Nous étions nombreux. Tout le continent était à nous. Mais d'autres sont venus. Plus forts, plus cruels. Ils nous ont poussés sous terre. Nous nous sommes cachés. Nous nous sommes adaptés. Nous avons oublié la lumière du soleil. Nous avons appris l'obscurité. Je regardais autour de la caverne toutes ces créatures anciennes qui m'observaient avec leurs yeux trop grands. Pourquoi font-ils des pactes avec les humains ? Parce que les humains se souviennent. Les humains racontent des histoires. Les humains gardent la mémoire de ce qui a été. Si nous faisons un pacte avec une famille, cette famille se souvient que nous existons. Cela nous donne un but au-delà de simplement survivre. Cela nous donne... Il fit une pause, cherchant le mot. Signification. Je me suis réveillé avec des larmes aux yeux. Pas par peur, mais par une tristesse profonde que je ne pouvais pas complètement expliquer. Ma grand-mère était assise à côté de mon lit, m'observant, comme si elle savait que je ferais ce rêve. « Tu les as vus, n'est-ce pas ?» J'hochai la tête. « Bien. Maintenant tu comprends. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des réfugiés. Des survivants d'un monde qui n'existe plus. Et nous sommes leurs gardiens autant qu'ils sont nos protecteurs. J'ai vécu dans cette maison jusqu'à l'âge de 16 ans. Pendant ces 8 années, j'ai respecté fidèlement le pacte. Tous les 3 jours, je préparais des offrandes et les laissais dans la trappe. Ma grand-mère m'a appris à l'ouvrir, toujours sans regarder directement en bas, à laisser la nourriture, à murmurer des mots de gratitude et à la refermer. La maison a prospéré pendant ces années. Nous n'avons jamais été cambriolés, bien que des voisins à des kilomètres aient subi des cambriolages. Nous n'avons jamais eu de problèmes avec des animaux sauvages détruisant les cultures. Lorsqu'une terrible tempête a dévasté la région, notre maison est restée intacte, alors que d'autres ont perdu des toits entiers. Et la nuit, lorsque tout était silencieux,
Je pouvais entendre des murmures sous le plancher. Je n'avais plus peur. C'était comme une berceuse. Un rappel que nous n'étions pas seuls, mais que nous étions protégés. Lorsque j'ai eu 16 ans, mes parents ont décidé de déménager en ville. Mes frères et sœurs étaient déjà partis pour étudier. La vie à la ferme était trop difficile, surtout avec ma grand-mère de plus en plus faible. La nuit avant notre départ, ma grand-mère m'a emmené dans la cuisine. Elle a ouvert la trappe pour la dernière fois. « Nous partons », annonça-t-elle dans l'obscurité en dessous. « La famille s'en va, mais l'une reviendra. La gardienne reviendra, je le promets. » Les murmures montaient d'en bas. Ils semblaient presque tristes. Ma grand-mère a fermé la trappe et m'a donné la clé. « C'est maintenant ta responsabilité. Un jour, quand tu seras prête, tu reviendras. Cette maison est à toi. Elle est dans mon testament. Et quand tu reviendras, tu reprendras le pacte. » « Et si je ne reviens pas ?» demandai-je. « Et si je décide de rester en ville ?» Elle m'a regardé avec ses yeux anciens qui semblaient voir à travers le temps. « Tu reviendras, parce que tu le ressens, Laura. Tu ressens l'appel. Et finalement, l'appel sera plus fort que n'importe quelle vie que tu construiras ailleurs. » J'avais raison. 12 ans sont passés. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai essayé de construire une vie urbaine normale. Mais il y avait toujours une inquiétude, un sentiment d'incomplétude et des rêves. Les rêves ne s'arrêtèrent jamais. Toutes les quelques semaines, je rêvais de la caverne sous la maison, des créatures qui attendaient, leurs grands yeux m'observant, posant silencieusement la question « Quand reviendras-tu » Ma grand-mère est morte quand j'avais 28 ans. Lors de ses funérailles, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait laissée. « Laura, la maison t'attend. Ils t'attendent. Le pacte s'est affaibli sans offrande régulière, mais il ne s'est pas brisé. Ils peuvent attendre plus longtemps que n'importe quel humain ne peut vivre, mais ils attendent mieux quand ils savent qu'ils ne sont pas oubliés. Reviens, enfant. Termine ce que j'ai commencé. Garde vivante la mémoire de ce qui a été et de ce qui sera toujours. » 3 mois plus tard, je suis retourné à la ferme. La maison était étonnamment en bon état, compte tenu qu'elle avait été abandonnée pendant des années. Les murs tenaient toujours. Le toit était intact, comme si quelque chose l'avait protégé. Je suis entré dans la cuisine avec un sac de nourriture que j'avais apporté de la ville. Pain, fruits, miel, viande. La trappe était exactement comme je m'en souvenais. La serrure était toujours fermée. J'ai sorti la clé que j'avais gardée toutes ces années et je l'ai insérée dans le mécanisme rouillé. Quand j'ai levé la trappe, l'odeur familière m'a frappé. Terre, feuilles, quelque chose d'ancien et d'animal. Et je les ai entendus, les murmures. Plus doux maintenant, presque timides. « Tu es revenu » disèrent les voix depuis l'obscurité. « Gardienne est revenue. »« Oui » répondis-je, laissant tomber la nourriture dans le sous-sol. Je suis revenu, et le pacte continue. Le frénésie d'alimentation qui a suivi était de la musique pour mes oreilles. Des sons de gratitude, d'accueil, de foyer. Cela fait 2 ans depuis. Je vis maintenant dans la maison. J'ai rénové certaines parties, mais la structure essentielle demeure. Et tous les 3 jours, sans faute, j'ouvre la trappe et je laisse des offrandes. Parfois, lors des nuits très calmes, je les entends plus clairement, se déplaçant dans leur tunnel, chantant des chansons dans leur ancienne langue, vivant leur vie sous mes pieds. Et je sais que tant que je les nourrirai, tant que je garderai la mémoire du pacte, ils garderont leur part. Cette maison, cette terre, est protégée, pas par des clôtures, des alarmes ou des chiens de garde, mais par quelque chose de bien plus ancien, bien plus puissant, pour ceux qui vivent sous la maison, les premiers, les oubliés, ceux qui restent. Et ainsi se conclut ce que Laura m'a partagé. Elle me dit qu'elle vit encore dans cette maison, que le pacte continue, et qu'un jour elle enseignera à ses propres enfants ou à un jeune membre de la famille comment le maintenir. Si tu as grandi avec des histoires de lutins, d'alux ou de toute créature petite qui vit sous terre et doit être respectée, raconte-moi dans les commentaires. Ces légendes existent dans presque toutes les cultures rurales pour une raison. Peut-être parce qu'il y a une part de vérité en elles. Prends soin de tes pactes, respecte l'ancien, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par Carlos, un abonné qui vit dans un petit village de Colombie.
Il m'a écrit il y a quelques semaines pour me demander de partager son expérience, car il a besoin que quelqu'un d'autre sache ce qui s'est passé. Si vous avez également vécu quelque chose d'inexplicable et que vous souhaitez que je le raconte, laissez-le moi dans les commentaires ou envoyez-le moi directement. Eh bien, ce que Carlos a vécu a à voir avec quelque chose que sa grand-mère lui a averti depuis son enfance. Ne jamais accepter de cadeaux d'inconnus, surtout s'ils sont emballés dans un tissu rouge. Il pensait que c'était des superstitions de village, jusqu'à ce qu'une nuit, en travaillant comme livreur de nuit, il reçoive un colis qui changerait tout. Voici son histoire. Je m'appelle Carlos et j'ai 28 ans. Toute ma vie, j'ai été sceptique, de ceux qui ont besoin de voir pour croire. J'ai grandi dans un village de l'intérieur de la Colombie où tout le monde parle de sorcières, d'esprits et de malédictions. Mais j'ai toujours pensé que c'était des histoires pour effrayer les enfants. Ma grand-mère, que son âme repose en paix, me disait que j'étais trop têtu, qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas défier. J'aurais aimé l'écouter. Il y a 2 ans, je travaillais comme livreur de nuit pour une entreprise de messagerie. Le service de nuit payait mieux et j'aimais la tranquillité des routes vides. Je conduisais une vieille camionnette mais fiable et mon itinéraire couvrait plusieurs petits villages de la région. Je connaissais chaque virage, chaque intersection, chaque arbre sur le chemin. C'était en mars, je m'en souviens parfaitement. La saison des pluies commençait à peine et les nuits étaient humides, avec cette brume épaisse qui s'accroche à tout. Cette nuit-là en particulier, je devais faire une livraison à Pueblo Viejo, un hameau d'une 50aine de familles situé à 2 heures du village principal. La route était en terre et en pierre, pleine de trous que la pluie aggravait chaque jour. Je suis parti à 11 heures du soir avec 5 colis. 4 étaient des livraisons normales, des pièces de rechange, des documents, ce genre de choses. Le 5e colis m'avait été donné à la fin, presque au moment où je montais dans le camion. Ça va aussi pour Pueblo Viejo, m'a dit Roberto, le superviseur de service. Il est arrivé cet après-midi, sans expéditeur, mais l'adresse est claire. J'ai pris le paquet sans trop réfléchir. Il était petit, comme une boîte à chaussures, mais lourd. Il était enveloppé dans un tissu rouge, attaché avec une corde noire. Il n'avait pas d'étiquette d'expédition, juste un papier collé avec du ruban adhésif où il était écrit « Pour la famille Marigno, Pueblo Viejo, maison à côté de la chapelle ». Quelque chose dans ce paquet m'a mis mal à l'aise. La texture du tissu était étrange, rugueuse mais aussi douce, comme si elle était humide alors qu'elle ne l'était pas. Et il avait une odeur étrange, sucrée mais désagréable, comme des fleurs pourries. « D'où cela vient-il » demandai-je à Roberto. « Une dame l'a laissé cet après-midi. Elle a payé en espèces, double tarif pour une livraison nocturne. Elle a dit que c'était urgent. J'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû le laisser là. Mais j'avais besoin d'argent et je n'allais pas refuser un travail à cause d'un mauvais pressentiment. J'ai chargé le tout dans la camionnette et je suis sorti sur la route. La nuit était plus sombre que d'habitude. Il y avait de la lune, mais le brouillard la transformait en une lueur diffuse qui éclairait à peine. Les phares de la camionnette découpaient l'obscurité comme des couteaux, révélant le chemin de terre qui s'étendait devant. La première heure s'est écoulée normalement. J'ai fait 3 livraisons en chemin, des maisons dispersées où les gens m'attendaient avec la lumière du porche allumée. Ils signaient, me remerciaient, et je continuais. Routine. Après la 3e livraison, quand je suis remonté dans la camionnette, j'ai remarqué que le paquet enveloppé dans un tissu rouge avait bougé. Je l'avais laissé sur le siège passager, bien calé contre la porte. Maintenant, il était au milieu du siège, comme si quelqu'un l'avait déplacé. Je suis resté à le regarder pendant quelques secondes. Le tissu semblait briller légèrement sous la lumière intérieure de la cabine, bien que ce soit probablement mon imagination. L'odeur de fleurs pourries s'était intensifiée. « Tu es fatigué, me suis-je dit. Ce n'est qu'un paquet. » J'ai continué à conduire. La 4e livraison était une maison à mi-chemin de Pueblo Viejo. Un vieil homme m'a accueilli en pyjama, a signé le reçu sans dire un mot et a fermé la porte avant que je puisse lui dire au revoir. Cela m'a semblé étrange, mais les gens de la campagne ont tendance à être aussi réservés. Quand je suis retourné à la camionnette, le paquet était maintenant par terre, entre le siège du passager et le tableau de bord. Il n'y avait aucune chance qu'il soit tombé tout seul. La camionnette était sur un terrain plat et j'avais conduit prudemment. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. J'ai pris le paquet avec précaution, m'attendant presque à ce qu'il soit chaud ou qu'il vibre, mais il se sentait normal, lourd, froid, inerte. Je l'ai placé à l'arrière de la cabine, entre des boîtes vides, et j'ai fermé la séparation en verre qui séparait la cabine de la cargaison. « Nous y sommes presque », murmurai-je sans vraiment savoir à qui je parlais. La route devenait plus étroite.
Les arbres se fermaient de chaque côté, leurs branches formant un tunnel naturel au-dessus de la route. La brume était si épaisse que je pouvais à peine voir au-delà de 10 mètres. Je réduisis ma vitesse à 30 km/h. C'est alors que j'entendis le bruit. Au début, je pensais que c'était le moteur, un bruit mécanique. Mais non. Cela venait de derrière, de l'arrière de la cabine. Un grattement lent, délibéré, comme des ongles traînant sur du bois. Je m'arrêtai au milieu de la route. Mon cœur battait fort. J'éteignis la radio qui avait joué en fond toute la nuit. Silence. Seulement le murmure du moteur et ma respiration. Puis je l'entendis à nouveau. Grattement, grattement, grattement. Lent, méthodique. Je regardai dans le rétroviseur vers l'arrière de la cabine. La séparation en verre était embuée de l'intérieur, ce qui était impossible car il n'y avait pas d'humidité dans cette section fermée. J'ai pris la lampe de la boîte à gants et je suis sorti de la camionnette. L'air nocturne était glacial et la brume m'enveloppa immédiatement. Je marchai vers l'arrière de la cabine, éclairant avec la lampe. Le paquet était toujours là où je l'avais laissé, entre les boîtes vides. Mais le tissu rouge était maintenant partiellement délié. La ficelle noire pendait lâchement sur un côté. Je ne l'avais pas délié moi-même. J'en étais sûr. Avec des mains tremblantes, je remis la ficelle, la serrant fort. Le tissu était froid, plus froid que d'habitude, et l'odeur de fleurs pourries était si intense que je dus retenir un haut le cœur. Je remontai dans la camionnette et j'accélérai. Pueblo Viejo n'était qu'à 20 minutes. Je livrerais ce maudit paquet et je partirais. Mais la route semblait s'être allongée. Je conduisis pendant ce qui me sembla être 1 heure, sans voir les premières maisons du village. Les arbres sur les côtés étaient tous identiques, la brume tout aussi épaisse, les virages identiques. C'était comme si je tournais en rond. La griffure est revenue, plus forte cette fois. Et puis j'ai entendu autre chose, un murmure. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais c'était une voix. Douce, féminine, chantante. Elle venait définitivement de l'arrière. J'ai appuyé à fond sur le frein. Le camion a glissé un peu avant de s'arrêter. Je suis resté assis, agrippant le volant, essayant de contrôler la panique qui commençait à m'envahir. Le murmure a continué. Maintenant, je pouvais comprendre quelques mots. Carlos, Carlos, nous t'attendions. Personne ne connaissait mon nom. Le paquet n'avait pas d'expéditeur, juste un destinataire. Comment cette voix connaissait-elle mon nom? Je me suis forcé à tourner et à regarder en arrière. À travers la vitre embuée, j'ai pu voir le paquet. Il était maintenant complètement délié. Le tissu rouge était ouvert comme les pétales d'une fleur fanée. Mais je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une obscurité au centre du paquet, plus noire que la nuit environnante, qui semblait absorber la lumière de la lampe de poche. Et de cette obscurité sortaient des doigts, de longs doigts, pâles, avec des ongles noirs qui griffaient l'air. Ils émergeaient lentement de la boîte comme s'ils testaient l'espace, tâtonnant. J'ai crié. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai crié et sauté hors de la camionnette, courant vers l'obscurité de la route sans réfléchir. Derrière moi, j'ai entendu un bruit de verre brisé. La séparation entre la cabine et la cargaison. J'ai couru sans regarder en arrière. Mes poumons brûlaient, mes jambes étaient lourdes. La brume m'enveloppait, rendant tout irréel comme si je courais à l'intérieur d'un nuage. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que je devais m'éloigner. Puis j'ai vu une lumière devant, une lumière jaunâtre, clignotante, une bougie dans une fenêtre. C'était une petite maison, en torchis et en tuiles, avec un porche en bois. J'ai couru vers elle et j'ai frappé à la porte avec désespoir. « Veuillez, aidez-moi, s'il vous plaît !» La porte s'est ouverte et une vieille femme est apparue. Elle avait les cheveux blancs relevés en chignon et portait une robe sombre. Ses yeux me regardaient avec un mélange de compassion et de connaissance. « Entre vite !» me dit-elle en s'écartant. J'entrai en trébuchant et elle ferma la porte derrière moi en tirant un verrou en bois. « Que t'est-il arrivé, garçon ?» demanda-t-elle. Entre des halètements, je lui racontais. Le paquet, le tissu rouge, les doigts. Tout semblait ridicule en le disant à voix haute, mais elle ne rit pas. Elle ne parut pas surprise. Elle hocha simplement la tête gravement. « Ce paquet était pour la famille Marigno ?» demanda-t-elle. « Oui. Comment le savez-vous ?»« Parce que je suis Soledad Marigno. Et ce paquet n'était pas pour moi. C'était pour quelque chose qui se trouve chez moi. » Je restai figé. La vieille femme se dirigea vers une table où plusieurs bougies étaient allumées.
Elle en prit une et la rapprocha de mon visage. M'étudiant. Il y a 30 ans, commença-t-elle à dire. Ma sœur a fait quelque chose d'impardonnable. Elle est tombée amoureuse d'un homme marié, et quand il l'a rejetée, elle a cherché de l'aide obscure. Elle est allée voir une sorcière des montagnes, une de celles que tu ne devrais pas chercher même dans tes pires moments. Elle lui a payé pour qu'elle lui fasse un travail, un lien. Mais les liens ont des conséquences. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi, dis-je, encore tremblant. L'homme est mort 3 jours plus tard, et ma sœur aussi. Mais avant de mourir, la sorcière lui a dit qu'elle avait lié quelque chose de plus que de l'amour. Elle avait lié une dette, et cette dette serait payée un jour. Soledad s'assit sur une chaise en bois, regardant les bougies. Tous les quelques années, la sorcière envoie un rappel, un paquet enveloppé dans un tissu rouge. À l'intérieur se trouve une partie de ce que ma sœur a déchaîné. Si ce paquet arrive dans cette maison, s'il franchit le seuil, tout ce qu'il y a à l'intérieur sera libéré ici. C'est pourquoi j'ai engagé quelqu'un pour le ramener la nuit, quand je ne serai pas ici. Je prévoyais de l'intercepter en chemin. Vous dites que je transportais quelque chose de vivant? Quelque chose de pire que vivant, garçon. Quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Un coup retentit à la porte. Fort, solide, comme si un point de pierre l'avait frappé. Nous avons tous les deux sursauté. Vous ne pouvez pas entrer, murmura Soledad. Cette maison est protégée, mais votre camionnette... Un autre coup. La porte trembla sur ses gonds. Que veut-il? Demandai-je. Compléter la livraison. Il a été envoyé avec un but et ne se reposera pas tant qu'il ne l'aura pas accompli. Les coups continuèrent, chacun plus fort que le précédent. Soledad se leva et se dirigea vers un coffre dans le coin de la pièce. Elle sortit un flacon en verre rempli d'un liquide sombre et un petit sac en tissu. Ceci est de l'eau bénite mélangée avec du sel de mer et de la cendre de bois sain, dit-elle, en me montrant le flacon. Et ça, montra le petit sac, ce sont des herbes de protection. Si tu veux sortir d'ici vivant, tu vas devoir être courageux. Que dois-je faire? Cette chose dehors ne peut être arrêtée que si le paquet est complètement détruit. Il faut le brûler, mais pas avec un feu ordinaire. Ça doit être avec un feu béni. Elle m'a remis le flacon et le petit sachet. Les coups à la porte s'étaient arrêtés, remplacés par un grattement constant. Le même grattement que j'avais entendu dans la camionnette. J'ai du feu béni, continua Soledad, se dirigeant vers un coin où se trouvait un petit autel avec une épaisse bougie en cire blanche. Cette bougie est allumée depuis 30 ans, alimentée par des prières. Elle ne s'est jamais éteinte. Nous pouvons l'utiliser, mais tu devras l'apporter au paquet. Pourquoi moi? Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Parce que je suis de la famille. Si je détruis le paquet, la malédiction se transférera à moi. Mais tu es étranger, un messager innocent. Tu peux briser le cycle. Je ne savais pas si je devais la croire. Tout semblait sorti d'un cauchemar. Mais les grattements à la porte étaient réels. La peur dans mes entrailles était réelle. Et si ça ne fonctionne pas? Demandai-je. Alors cette chose trouvera un moyen d'entrer, accomplira sa tâche et nous tuera probablement tous les deux. J'ai pris une profonde respiration. D'accord, je le ferai. Soledad prit la bougie de l'autel avec révérence. La flamme dansait mais ne s'éteignait pas, même quand elle l'a déplacée. Elle me l'a remise avec un candélabre en fer. Quand tu sortiras, asperge l'eau bénite en cercle autour de toi. Les herbes, mets-les sur le paquet avant de l'enflammer. Et prie. Peu importe ce que tu vois, ce que tu entends, continue d'avancer. Les griffures s'étaient arrêtées. Le silence était presque pire. Soledad s'est dirigée vers la porte et a placé sa main sur le verrou. Elle m'a regardé, attendant que je sois prêt. J'ai hoché la tête. Elle a ouvert la porte. Il n'y avait rien dehors. La brume s'était épaissie au point de ressembler à un mur blanc. Je ne pouvais pas voir au-delà du porche. Je suis sorti lentement, tenant la bougie d'une main et le flacon de l'autre. Le petit sachet d'herbe, je l'avais gardé dans la poche de ma chemise. Mes pieds touchèrent le sol du chemin et je saupoudrai l'eau bénite en cercle autour de moi, comme Soledad me l'avait indiqué. Le liquide brilla légèrement au contact du sol, formant un anneau parfait. La brume commença à se mouvoir, non pas avec le vent, mais avec intention. Elle tourbillonnait en formant des figures, des ombres qui n'avaient pas de forme définie mais qui m'observaient. Je pouvais sentir leurs yeux. Je marchais vers l'endroit où je me souvenais avoir laissé la camionnette. Chaque pas était un effort. L'air était devenu dense, comme si je marchais sous l'eau. La bougie restait allumée, sa flamme constante et forte. Alors je l'ai vue.
La camionnette était exactement là où je l'avais laissée, mais maintenant elle était entourée de corbeaux. Des dizaines d'entre eux, tous noirs, tous immobiles, tous me regardant. La porte arrière de la cabine était ouverte. Le paquet était étendu sur le sol, le tissu rouge complètement déployé, et d'une boîte émergeait une figure. Je ne peux pas décrire exactement ce que c'était. Elle avait la forme approximative d'une femme, mais elle était toute tordue, comme si ses os étaient à briser à des angles impossibles. Sa peau était de la couleur de la cendre, et ses yeux étaient à des orbites vides qui brillaient d'une lueur verdâtre. Sa bouche s'ouvrait trop, montrant des dents pointues. Les cheveux lui pendaient en mèches grasses, et de ses doigts, ses longs doigts, aux ongles noirs qu'elle avait vus auparavant, goûtaient quelque chose de sombre. Elle me vit. Elle inclina la tête dans un geste presque curieux, et elle sourit. « Carlos », murmura-t-elle avec la même voix chantante qu'elle avait entendue auparavant. « Complète la livraison. »« Non », dis-je, et ma voix sonna plus ferme que ce que je ressentais. La chose commença à se traîner vers moi. Elle se déplaçait de manière antinaturelle, ses membres se pliant dans des directions qui ne devraient pas être possibles. Les corbeaux s'envolèrent tous en même temps, croassant. Je sortis le sachet d'herbe de ma poche et courus vers le paquet, esquivant la créature. Elle tourna, essayant de m'attraper, mais j'étais plus rapide. Je lançai les herbes sur le tissu rouge et le cordon noir. Les herbes commencèrent à fumer immédiatement, bien que je ne les eusse pas encore touchées avec le feu. La créature hurla, un son qui me perça les oreilles et me fit tomber à genoux. « Tu ne peux pas !» cria-t-elle. « La dette doit être payée !» Il approcha la bougie des herbes fumantes. La flamme s'étendit instantanément, beaucoup plus vite que la normale. Le feu était blanc, pur, éblouissant. Il couvrit le tissu rouge, la ficelle, la boîte. La créature cria à nouveau, mais cette fois c'était un cri d'agonie. Elle commença à se désintégrer, sa forme devenant de la fumée noire que le feu blanc consumait. Elle se tordait, essayait de s'éloigner, mais le feu la poursuivait. « Maudit, soyez-vous » furent ses derniers mots avant de se dissoudre complètement dans l'air. Le feu continua de brûler jusqu'à ce qu'il ne reste rien du paquet. Ni cendre, ni débris. Juste de la terre propre, là où le tissu rouge avait été. La brume commença à se dissiper. Je pouvais voir les étoiles à nouveau. La nuit semblait normale, tranquille. Les sons de la forêt revinrent, grillons, grenouilles, le murmure du vent. Je suis resté à genoux sur le sol pendant ce qui m'a semblé des heures, bien que ce n'était probablement que des minutes. La bougie dans mes mains était toujours allumée, sa flamme maintenant petite et normale. Soledad est apparue à mes côtés. Je ne l'avais pas entendu s'approcher. « Tu as bien fait, garçon », dit-elle doucement. « Très bien. C'est fini ?» demandai-je. « Cette partie, oui. La dette est réglée. Ma sœur peut se reposer maintenant. » Elle m'a aidé à me lever. Mes jambes me soutenaient à peine. « Ton camion est en bon état, dit-elle en montrant. Tu peux partir quand tu es prêt. » J'ai vérifié le camion. Le verre de la séparation était cassé comme je m'en souvenais, mais à part ça, tout était intact. Même le moteur a démarré du premier coup. Avant de partir, je rendis la bougie à Soledad. « Garde-la, me dit-elle. Elle est à toi maintenant. Tu l'as gagnée. Je ne sais pas si je veux me souvenir de cette nuit. Les souvenirs ne se choisissent pas, Carlos, mais cette bougie te protégera si jamais tu en as de nouveau besoin. » J'acceptai la bougie et la mis soigneusement dans la boîte à gants. Je remerciai Soledad et conduisis de retour. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. La route semblait normale, reconnaissable. J'ai atteint le village principal lorsque le soleil commençait à se lever, baignant tout dans une lumière dorée. J'ai démissionné de l'entreprise de messagerie cette même semaine. Je leur ai dit que j'avais trouvé un autre travail, mais la vérité est que je ne pouvais pas retourner dans cette camionnette sur ces routes nocturnes. Maintenant, je travaille dans un bureau, en journée, entouré de gens. Et la bougie que Soledad m'a donnée est chez moi, à un endroit spécial. Parfois, je l'allume le soir, juste pour me rappeler qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas, des choses qu'il vaut mieux ne pas défier. Ma grand-mère avait raison. Il y a des forces qu'il ne faut pas invoquer, des dettes qu'il ne faut pas contracter. Et parfois, un simple paquet enveloppé dans un tissu rouge peut contenir plus d'obscurité que quiconque n'est prêt à affronter. De temps en temps, quand je conduis la nuit pour une raison inévitable, je regarde dans le rétroviseur. Jusqu'à présent, je n'ai jamais revu quoi que ce soit d'étrange. Mais j'emporte toujours la bougie avec moi, juste au cas où, parce que j'ai appris que certaines livraisons ne devraient jamais être complétées, et ainsi se termine l'histoire que Carlos m'a partagée.
D'après ce qu'il m'a dit, il travaille toujours dans ce bureau et évite les quarts de nuit à tout prix. La bougie est toujours chez lui, allumée chaque nuit. Si jamais tu as rencontré quelque chose de similaire, ou si tu as eu ta propre expérience avec des colis mystérieux ou des malédictions familiales, j'aimerais connaître ton histoire. Laisse-la dans les commentaires ou envoie-la moi directement. Parfois, partager ces expériences aide à les traiter. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et si cette histoire t'a plu, envisage de t'abonner pour d'autres récits comme celui-ci chaque semaine. Prends soin de toi lors de tes voyages nocturnes. On se reparle bientôt. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'un abonné qui se présente comme Thomas. Il travaille comme infirmier de nuit dans un hôpital public à Guadalajara, au Mexique, et ce qu'il m'a raconté m'a empêché de dormir plusieurs nuits. Si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux entendre plus d'histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Maintenant, ce que Thomas a vécu s'est produit pendant un service de nuit, dans un étage de l'hôpital où les patients finissaient toujours mieux qu'ils n'étaient entrés. Toujours. Sans exception. Et personne ne se demandait pourquoi jusqu'à ce que Thomas commence à remarquer quelque chose qui ne correspondait à rien de ce qu'il avait étudié durant ses années d'études. Je travaille comme infirmier depuis 9 ans. Les 3 premières années dans de petites cliniques, les 6 dernières dans le plus grand hôpital public de la ville. Ce n'est pas un endroit luxueux ni moderne. C'est l'un de ces hôpitaux où il faut être reconnaissant qu'il fonctionne, avec de longs couloirs, des lumières qui clignotent de temps en temps, et cette odeur particulière que tout le monde connaît, un mélange de désinfectant, de plastique et d'air stagnant. Je travaille le quart de nuit parce qu'en vérité, cela me convient mieux. De 11h du soir à 7h du matin. C'est un quart silencieux, surtout entre 2h et 5h. Les patients dorment, les familles sont parties, et on se retrouve seul avec le bourdonnement des machines et le bruit des chaussures sur le linoléum. Quand je suis arrivé à l'hôpital il y a 6 ans, on m'a assigné le 4e étage. Un étage normal d'hospitalisation, avec des chambres de 2 lits, des patients de toutes sortes de pathologies, routiniers, faciles à s'adapter. Mais 1 an plus tard, en raison de changements dans la répartition du personnel, on m'a déplacé au 7e étage. Le 7e étage n'était pas comme les autres. Pour commencer, c'était le plus haut étage de l'immeuble, et il avait moins de chambres. Là où d'autres étages avaient 12 ou 15 chambres, le 7 avait seulement 8. Les chambres étaient plus grandes, plus isolées. Les couloirs étaient plus sombres parce que la moitié des lampes étaient toujours hors service et personne ne les réparait, peu importe combien de fois on les signalait. La première chose que j'ai remarqué, c'est que les patients du 7e étage s'amélioraient rapidement. Pas rapidement dans le sens normal où les traitements fonctionnaient bien. Rapidement d'une manière qui n'avait pas de sens médical. Des gens qui arrivaient avec des conditions graves, qui selon les médecins avaient besoin de semaines de récupération, sortaient en 3 ou 4 jours. Des patients qui ne devaient pas pouvoir marcher. Des patients qui ne devaient pas pouvoir parler. Les médecins le remarquaient et l'attribuaient à la bonne chance, à l'efficacité du traitement, à tout ce qui ne nécessitait pas de se poser trop de questions. Les autres infirmiers du service n'en parlaient pas. Quand je le mentionnais, ils changeaient de sujet avec une rapidité qui me semblait suspecte. La première fois que quelque chose m'a vraiment semblé étrange, c'était un mardi. Il était 3h du matin. Je faisais ma ronde, vérifiant les patients, contrôlant les signes vitaux sur les moniteurs. J'ai atteint la chambre 704, la dernière au bout du couloir. Dans cette chambre se trouvait un homme âgé, un homme qui s'appelait Don Esteban. Il était arrivé 2 jours auparavant avec un problème sérieux au poumon. Quand il est entré, il ne pouvait pas respirer sans la machine à oxygène. Ses biopsies montraient des dommages étendus. Le médecin a dit à la famille qu'il s'agissait d'une question de temps. Quand je suis entré dans la chambre pour vérifier ses signes, Don Esteban était éveillé. Assis sur le lit, sans le masque à oxygène, respirant parfaitement normalement. Ses joues avaient de la couleur. Ses yeux étaient clairs. Je me suis arrêté à la porte, surpris. Je lui ai demandé comment il se sentait. « Meilleur », a-t-il dit. « Beaucoup mieux. J'ai vérifié les signes. La saturation en oxygène était parfaite. Le rythme cardiaque était stable. Tout allait bien. Trop bien. Je lui ai demandé s'il avait eu besoin de quelque chose pendant la nuit, si quelqu'un était venu le voir.
Et alors il a dit quelque chose qui est resté dans ma tête pendant des semaines. Oui, a dit Don Esteban, la demoiselle est venue. Comme toujours. Je lui ai demandé de quelle demoiselle il parlait. L'homme m'a regardé avec une expression calme, presque amicale. La demoiselle qui vient tous les soirs, celle qui s'assoit avec les patients. Je lui ai demandé à quoi elle ressemblait, comment il la décrirait. Elle est grande, a-t-il dit. Cheveux longs, foncés, vêtements sombres aussi. Elle ne parle pas beaucoup. Elle s'assoit juste et te met la main sur le front, et on se sent mieux tout de suite. Je lui ai souri, et lui ai dit qu'il se référait probablement à une autre infirmière, ou qu'il avait peut-être rêvé. Je l'ai remercié, et je suis sorti de la chambre. Mais en marchant dans le couloir en retour vers la station des infirmières, je restais pensif. Au 7e étage, il n'y avait pas d'autres infirmières pendant le quart de nuit. Juste moi. Cette même nuit, les jours suivants, j'ai commencé à prêter plus attention. J'ai inspecté les chambres avec plus de soin. Rien ne semblait anormal, à part les patients qui s'amélioraient à une vitesse improbable. Mais dans les nuits qui ont suivi, plus d'un patient a mentionné la même chose. La demoiselle. La femme aux longs cheveux qui venait leur rendre visite la nuit. Toujours quand ils étaient éveillés à 3 ou 4 heures du matin. Toujours la même description. Grande, vêtue de noir, cheveux longs, mains froides. Une nuit, j'ai décidé de rester éveillé toute la nuit et de patrouiller le couloir toutes les 15 minutes. Si quelqu'un entrait dans les chambres, je le verrais. Il n'y avait pas d'autre entrée à l'étage à part les escaliers et l'ascenseur, et j'avais une vue directe sur les deux depuis le poste de soins. Rien. Je n'ai vu personne entrer. Je n'ai vu personne sortir. Le couloir était vide toute la nuit. Le lendemain, une nouvelle patiente, une jeune femme nommée Patricia, m'a dit que cette nuit-là, quelqu'un l'avait réveillée. Elle a dit qu'elle avait ressenti une main froide sur son front et qu'elle avait ouvert les yeux. Une femme était assise à côté de son lit, la regardant. « Comment la voyais-tu » lui ai-je demandé. Patricia est restée silencieuse un moment. « Je ne la voyais pas exactement, » dit-elle. C'était sombre, comme une ombre avec une forme. Mais je sentais qu'elle était réelle. Je sentais qu'elle était là. Je lui ai demandé si elle lui avait dit quelque chose, si elle avait fait quelque chose. « Non », dit Patricia. Elle était juste assise. Et je me suis senti tranquille, comme si quelqu'un veillait sur moi. Patricia est sortie de l'hôpital 2 jours plus tard, sans besoin de chirurgie, sans besoin de traitement intensif. Le médecin l'a examinée 3 fois car il ne pouvait pas comprendre l'amélioration. J'ai continué à enquêter. J'ai commencé à examiner les dossiers des patients du 7e étage des 3 dernières années. Cela est devenu une habitude pour moi, de chercher des motifs. Les données étaient là, propres et claires. La durée moyenne de séjour au 7e étage était significativement inférieure à celle des autres étages. Les complications post-chirurgicales au 7e étage étaient presque inexistantes. Les résultats de laboratoire s'amélioraient d'une manière que les médecins ne pouvaient pas expliquer avec les traitements qu'ils appliquaient. Le 7e étage avait un taux de récupération qui était statistiquement impossible, mais personne n'en parlait. Cela m'a perturbé plus que les données elles-mêmes. Une nuit, désespéré de comprendre, je suis allé parler à une infirmière du service de l'après-midi que je connaissais depuis des années. Elle s'appelait Carmen. C'était l'une des rares personnes à l'hôpital qui a toujours été directe avec moi. Je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur le 7e étage. Sur la demoiselle que les patients mentionnaient, Carmen m'a regardé pendant plusieurs secondes sans dire un mot. Puis elle a respiré profondément et a parlé à voix basse. « Oui, je sais ce que c'est », a-t-elle dit. Et pas seulement moi. Presque tous ceux qui ont travaillé à cet étage le savent. Personne n'en parle parce que personne ne veut avoir l'air fou. Je lui ai demandé de m'en parler. Carmen s'est penchée vers moi, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Il y a de nombreuses années, avant que j'arrive à l'hôpital, il y avait une infirmière qui travaillait au 7e étage. Elle s'appelait Lucia. C'était une femme très dévouée. Elle s'occupait de ses patients avec une dévotion que les autres n'avaient pas. Elle restait avec eux la nuit, leur lisait, leur tenait compagnie. Ses patients l'adoraient. Carmen fit une pause. Lucia est tombée malade. Un cancer, disent-ils. Ça a progressé rapidement. Elle avait environ 35 ans quand elle est morte. L'hôpital lui a rendu hommage. Ils ont mis une plaque quelque part, je ne sais pas où, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Je lui ai demandé ce que cela avait à voir avec ce que les patients me racontaient. Carmen me regarda fixement.
Après la mort de Lucia, les patients du 7e étage ont commencé à s'améliorer, pas de manière graduelle, de manière soudaine, et ils ont commencé à signaler des visites nocturnes. Une femme, grande, cheveux longs et foncés, mains froides, toujours à 3 heures du matin. L'air à ce moment-là semblait plus lourd. Je me suis demandé si Carmen me mentait, si c'était une histoire qui circulait parmi le personnel. Mais Carmen n'était pas du genre à inventer des histoires. Je lui ai demandé à quoi il faisait référence. D'autres patients m'ont dit qu'une personne venait, une dame, qui les aide à se calmer. Je lui ai souri et lui ai dit qu'il n'y avait personne d'autre dans l'appartement pendant la nuit, à part moi. Gabriel ne semblait pas convaincu, mais il finit par s'endormir. À 3 heures du matin, je suis allé vérifier Gabriel. Je voulais m'assurer qu'il allait bien avant la chirurgie. Quand je suis arrivé dans sa chambre et que j'ai jeté un coup d'œil par la porte, ce que j'ai vu m'a fait rester figé sur le seuil. Gabriel était endormi, tranquille, avec une expression de paix qu'il n'avait pas eue depuis son arrivée. Et à côté de son lit, assise sur la chaise, il y avait une silhouette. Je ne la voyais pas en détail. C'était plus comme une présence dans l'obscurité, une forme qui ne s'intégrait pas au reste de l'espace. Sombre, vague, mais définitivement là. Je pouvais la sentir. L'air autour d'elle était plus froid que dans le reste de la chambre. Et je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. Je regardais simplement. La silhouette ne bougeait pas non plus. Elle était juste là, assise, avec une main sur la chaise, ne touchant pas Gabriel, mais près, très près. Après plusieurs secondes, peut-être une minute, qui semblait une éternité, la silhouette se mit à bouger. Pas rapidement ou de manière agressive. Doucement, presque délicatement. Elle se pencha vers Gabriel, comme si elle s'approchait pour lui dire quelque chose. Et puis, lentement, comme si elle se dissolvait dans l'obscurité de la chambre, elle disparut. Gabriel se déplaça dans le lit, s'ajusta, et continua à dormir. Je restais à la porte pendant plusieurs secondes de plus. La chambre se sentait différente maintenant, plus chaude. L'air s'était normalisé. C'était comme si la présence n'avait jamais été là. Gabriel n'a pas eu besoin de chirurgie. Le lendemain matin, lorsque le médecin l'a examiné, les examens qui avaient montré la nécessité d'une intervention montraient des résultats totalement différents. Le problème avait disparu. Le médecin l'a examiné 3 fois car il ne comprenait pas. Les examens réalisés ce matin-là étaient irréproducibles. Il n'y avait pas d'explication médicale. Gabriel est sorti de l'hôpital le jour même. Je suis dans le 7e étage depuis 4 ans, depuis que j'ai commencé à remarquer tout cela. Chaque nuit où je travaille, je sens sa présence. Parfois je la vois, comme une ombre dans les chambres. La plupart du temps, je ne la sens que. Un froid doux, un changement dans l'air. La sensation que je ne suis pas seul dans le couloir. Je n'ai pas peur d'elle. C'est la chose la plus étrange de tout cela. Quand je la sens près de moi, la sensation n'est pas de terreur. C'est quelque chose de plus proche de la compagnie, comme si quelqu'un qui se soucie rôdait, veillant. Mais il y a une chose qui m'a vraiment perturbé, et qui est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager cette histoire. Il y a 3 mois, j'ai commencé à avoir des rêves. Pas des rêves normaux, des rêves où j'étais à l'hôpital, au 7e étage. Mais tout était différent. Les couloirs étaient vides, les lumières étaient éteintes, et je marchais dans l'obscurité sans pouvoir trouver la sortie. Dans ces rêves, elle était avec moi, pas comme une ombre, pas comme une présence vague. Je la voyais, clairement. Une grande femme, avec de longs cheveux foncés, habillée de sombre. Ses yeux n'avaient pas de couleur comme Carmen l'avait décrit. Mais dans les rêves, cela ne me faisait pas peur. Elle me regardait avec une expression que j'interprétais comme de la reconnaissance, ou peut-être de la gratitude. Dans le dernier rêve que j'ai eu, il y a une semaine, elle a parlé. « Merci d'être resté », disait-elle. Sa voix était douce, grave, calme. Je lui ai demandé dans le rêve pourquoi elle était là. « Parce qu'ils ont besoin que quelqu'un soit là », disait-elle. Je lui ai demandé si c'était Lucia. Elle n'a pas répondu directement. Elle m'a juste regardé pendant un long moment. Et puis, avec une expression que je ne peux pas oublier, elle a dit « Quand tu ne pourras plus prendre soin d'eux, je serai toujours ici. » Je me suis réveillé en sueur. Depuis lors, j'ai pensé à cette phrase. À ce qu'elle signifie. Je suis infirmier depuis 9 ans. Mon corps n'est plus le même que lorsque j'ai commencé. Ma santé a diminué peu à peu.
Le travail de nuit a un prix. Et chaque nuit où je travaille au 7e étage, la présence est plus proche. Pas de manière menaçante, de manière proche. Comme si elle apprenait à me connaître. Comme si elle m'évaluait. Je ne sais pas si c'est Lucia. Je ne sais pas si c'est autre chose. Je sais juste qu'elle est là. Qu'elle veille sur ceux qui ont besoin d'être pris en charge. Et qu'un jour, quand je ne pourrai plus être à cet étage, elle y sera. Ainsi se termine l'histoire de Thomas. Il m'a dit qu'il continue de travailler au 7e étage, qu'il n'a pas l'intention de demander un changement, et que la relation avec cette présence est difficile à décrire. Ce n'est pas de la peur, dit-il, mais quelque chose de plus proche de partager un but. C'est l'une des histoires les plus intéressantes que j'ai reçues, car ce n'est pas un horreur classique. C'est quelque chose de plus ambigu, plus proche de l'expérience humaine de prendre soin des autres. Si cette histoire t'a suscité une question ou une pensée, j'aimerais que tu la laisses dans les commentaires. Et si jamais tu as travaillé dans un hôpital et ressenti que tu n'étais pas seul, c'est exactement ce que je veux entendre. Prends bien soin de toi. À bientôt.